Abdoulaye Guirassy, économiste et politologue. Monsieur Guirassy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À votre droite, notre spécialiste maison des questions économiques, qui a une bonne lucidité en off, c'est qu'il faut reconnaître. Mais dans le débat, vous allez lui poser la première question. Ça me plaît de me jeter en partie quand je réplique. et des lucidités. Alors, question. Ouais. Alors, le C... non, moi c'est mon éclaireur en off. Ouais. Sincèrement. Mais dans le débat, c'est autre chose. Mais il Non, vous a non, sombré ça en on. Mais là, il faut que j'insiste. Par exemple, il a fait une bonne analyse hier. Il n'a pas voulu tirer la conclusion. Il a fallu qu'on lui pose des questions. Mais là, vous ne le reconnaissez pas. Non, je l'ai bien reconnu. Ah, d'accord. Le CNT a autorisé le conseil d'administration de la Banque centrale d'user de la dérogation lui permettant de déplafonner son concours à l'État et le délai de remboursement de ce concours. De 30 à 60 jours maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes spécialiste en questions bancaires? Merci, merci Dioma et merci pour l'invitation. Oui, j'ai également suivi, tout comme vous, cet amendement au CNT. J'avoue, cet amendement est passé sous le radar, sans tambour ni trompette, mais c'est un changement majeur. Un changement majeur que les gens ne se seront pas rendus compte. Mais ça va complètement avoir des conséquences. Ça va bouleverser ? Des conséquences énormissimes. Voilà. Vous savez, il faut contextualiser un peu le phénomène. Vous êtes d'accord, moi, Yuma ? Oui, je suis d'accord. La Banque centrale, c'est la banque qui certifie. C'est la banque de l'État. C'est la banque de l'État. C'est la banque des banques. La tutelle des banques. C'est la banque qui supervise les autres banques. Et en cas de problème, il a ce qu'on appelle le rôle de prêteur en dernier ressort. Donc, c'est un peu l'autorité monétaire, la banque centrale, la banque mère. La banque mère. Ouais. C'est l'incarnation de l'autorité monétaire dans le pays. Et donc, la banque centrale a beaucoup de clients, mais le client majeur, c'est le trésor public. Le trésor public, qui est la personnification financière de l'État. L'État, dans ses ajustements, dans ses actions financières, est incarné par le trésor public. Quand on parle de l'État... Regardez bien le micro. Quand on parle de l'État, point de vue finance, c'est le trésor public. Ouais. Voilà. Et donc, le trésor public... Vous êtes aussi client d'une banque, vous pouvez avoir des périodes de vache maigre, vous avez tout à fait le loisir d'aller vous endetter près de votre banque. Ça s'appelle découvert bancaire. L'État aussi, le Trésor public aussi, le Trésor, en tant que client de la Banque centrale, en les périodes de vache maigre, a aussi le droit d'aller demander des avances à la Banque centrale. Sauf que, à l'échelle macro, ça doit être encadré. Parce que si vous prenez vous prenez des avances près de votre banque, c'est un peu micro, mais quand c'est à l'échelle macro, ça peut avoir des conséquences macro. Donc, le Trésor public va actuellement, la position nette du Trésor à la Banque centrale, la PNT, est une position très difficile actuellement. Il y a une pénurie de liquidités au regard des vastes chantiers que le CNRD a ouvert ça et là. Nous faisons face à une pénurie de liquidités. Et vous savez qu'en période de transition, quand on a un budget déficitaire, il y a deux façons de combler le déficit. Soit le financement interne ou le financement externe. Le financement externe, c'est quoi? Le financement multilatéral ou bilatéral. Bilatéral avec les pays amis et multilatéral avec les institutions financières. Au regard un peu de la précarité institutionnelle qui engendre la transition, c'est très difficile pour les autorités de transition de mobiliser les fonds à l'international du point de vue multilatéral. Donc, le raccourci, c'est se rabattre à l'interne, financement interne. Le financement interne, on en a deux volets également. Financement bancaire et non bancaire. Non bancaire, c'est l'émission des titres de créances négociables, comme les bons de trésor, les obligations de trésor, ou demander... Le cas, par exemple, de ces 3 000 milliards à l'époque. Voilà, ou demander... 5 000 milliards. Ou demander financement bancaire. Financement bancaire, soit financement banque centrale ou financement banque commerciale. Mais le financement banque centrale est tout à fait permis, mais il y a un Rubicon, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Parce que tenez-vous bien, chaque franc qu'une banque centrale peut prêter au trésor public, donc à l'État, par le biais du trésor public, c'est une création monétaire en plus. Ça s'appelle la planche à biais. C'est une augmentation. La masse monétaire en circulation. Parce que l'État, la BCRG n'a pas un stock d'argent couché là. La BCRG n'a pas un stock d'argent couché là. Quand il prête l'argent, il crée l'argent à nouveau. C'est ça la vérité. À l'intention de Condé, qui a été à la Banque centrale, on lui a dit c'est très important. A beaucoup d'argent. C'est très important. Il n'y a pas un stock là-bas. Parce que lui, il ne comprend rien. Il n'y a aucun stock d'argent couché là. Les deux missions il n'y a aucun stock d'argent couché là. Quelle banque centrale fait une avance à ses clients? Il fait ce qu'on appelle la création monétaire.
sans contrepartie en biens et services, la conséquence, c'est l'inflation. Puisque la Banque centrale n'a pas vocation à faire du profit. Il a une seule mission, calibrer l'offre de monnaie aux besoins des agents économiques, de manière à avoir une stabilité sans inflation ni déflation. C'est ça son rôle. C'est pourquoi ils vivent essentiellement de ce qu'on appelle le droit de seigneuriage. Il n'a pas vocation à faire du profit, comme aujourd'hui on pourrait le prétendre, et on coupe partout, et on veut que la Banque centrale fasse des profits. Ce n'est pas sa vocation. C'est un service public chargé de faire la régulation monétaire, de faire l'arbitrage, de faire la supervision bancaire, de manière à garantir une stabilité monétaire. C'est ça le rôle. Maintenant, le lien qui interagit avec le ministère des Finances et autres, c'est que le ministre des Finances est chargé de la politique financière de l'État, avec le ministre du budget, politique budgétaire, mais les trois politiques, la politique financière, la politique budgétaire, la politique économique, on les appelle, le tout s'appelle la politique économique du gouvernement. Donc il faut une coordination de ces trois politiques qu'on appelle le cadrage macroéconomique. C'est le seul lien. Le 24 avril dernier, au CNT, effectivement, est voté cet amendement. La loi qui encadre les avances, la Banque centrale au Trésor, a été fondamentalement dépouillée de son essence, de sa substance. Ça, il faut le dire. La loi en tant que telle n'a pas été touchée. La loi n'a pas été touchée. La loi, l'article 36, du statut de Banque centrale reste inchangé. Mais on y a subtilement inséré des dérogations qui dépouillent cet article-là de son essence. On dit, si vous permettez, je peux vous lire, je peux vous lire cet article-là. C'est très important, c'est passé dans, c'est passé sous les radars, mais ça va avoir des conséquences néfastes pour notre économie. Pourtant, on nous apprend quand même que l'actuel gouverneur de la Banque centrale fait de grandes réformes, en train vraiment de sortir la Banque centrale de l'unière. Et donc l'article 36, l'article 36 dit ceci. L'article 36 dit ceci. Il dit quoi concrètement? L'article 36, l'État est 5% des mots. Voilà. Que les avances de la Banque centrale à l'État et au Trésor public ne peuvent excéder 5% de la moyenne annuelle des recettes publiques ordinaires des 3 derniers exercices financiers. Donc la moyenne des 3 exercices, on ne peut pas dépasser 5% des recettes l'année passée. Ça c'est une limite. Il fixe également le délai de remboursement. Le délai de remboursement, on dit que quand les avances sont consenties, on dit que les délais ne doivent pas dépasser les 92 jours calendaires et sont également assortis du taux d'intérêt en vigueur. Ça, l'article n'a pas été touché. De l'année en cours. De l'année en cours. Mais on y a inséré une subtilité dedans, une dérogation qui, dorénavant... Qui chamboule tout. Qui chamboule tout. D'accord. Dorénavant, qui autorise le CA, le CA de la Banque centrale, non seulement à fixer le seuil, la durée et le taux. Le domaine, ça veut dire que l'article est déposé son essence. Le CA maintenant peut volontairement décider, on alloue tel pourcent, au lieu de 5%, on peut allouer 10%, on peut décider au lieu de 92 jours, on peut décider jusqu'à 180 jours, et etc., etc. Donc c'est un changement majeur. Et mieux, cet acte a été voté à ce grand rendez-vous, le gouverneur de la Banque centrale était aux abonnés absents, ce qui est un incident majeur. Il n'était pas présent. Il n'était pas présent, il était représenté par son vice-gouverneur. J'ai vu le ministre des Finances parler et défendre ce dispositif-là, mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle, monsieur Kondé. Le ministre des Finances a charge d'orienter la politique financière de l'État. Mais quand on décide de faire sauter le verrou et du plafonnement de l'avance de Trésor de la Banque centrale, c'est une stratégie de la politique monétaire. Ça incombe exclusivement aux autorités monétaires et en premier chef le gouverneur de la Banque centrale. Il était aux abonnés absents. Et j'ai entendu ce jour le ministre des Finances dire qu'il rassure la population que la presse ne sera pas au rendez-vous. J'aimerais poser une question. Allez-y. Une seule question. Une préoccupation. Et quel intérêt on a à faire sauter le verrou du plafonnement des avances si ce n'est pas pour demander plus? Et demander plus là, ça s'appelle la planche à billets. Alors, mais les choses sont claires. Oui, mais est-ce qu'ils ne pensent pas que les Guinéens ne comprennent rien? On pense que tout le monde est naïf, c'est ça? Mais je pense qu'on ne maîtrise pas trop les choses. Sinon, on maîtrise les choses, c'est que on balise le chemin pour une plus grande création monétaire. La création monétaire. Mais est-ce que ce n'est pas fait à dessein? Non, c'est pas fait parce qu'actuellement, on a une pénurie de liquidité. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas d'espèces. Il n'y a pas d'espèces, ça, c'est une réalité. Et donc,
On a ouvert des chantiers ça et là. Il faut bien trouver des sources de financement. Ouais. Voilà. Oui, une question après. Oui, Allez-y. justement, vous avez dit tout à l'heure que le ministre des Finances, ce n'est pas son rôle d'aller défendre ce projet, en l'absence du gouverneur de la Banque centrale. gouverneur certainement qui a fui les débats. Il a fui les débats où il était confronté. Il ne voulait pas être confronté à certaines appréciations critiques de sa décision. Mais quand on dit, par exemple, parce que ça a été justifié que c'est pour des raisons de financement des infrastructures, est-ce que cela ne peut pas expliquer la présence du ministre des Finances pour venir justement porter cette voie-là, premièrement. Deuxièmement, le risque dont vous faites allusion, et ce qu'il faut aussi reconnaître que depuis un certain temps, il y a, selon les notes des institutions de Bretton Woods, on dit que les choses sont plus ou moins bien gérées. Donc, la vertu dans la gestion. Est-ce qu'à ce nom-là, le risque n'est pas modéré si le Trésor sera en mesure de rembourser donc le prêt contracté auprès de la Banque centrale? Bien. Est-ce qu'il y a un risque d'inflation monétaire? Bien. La première question, vous demandez est-ce que le ministre des Finances a droit parce que c'est pour financer l'infrastructure? Je vous ai dit, la seule interaction du ministre des Finances et du gouverneur, c'est le cas de la coordination de la politique économique. Donc, assurer une certaine coordination du cadre macroéconomique appelé le cadrage macroéconomique. Parce que vous ne pouvez pas avoir une cible d'inflation très limitée et continuer à causer l'inflation. Il faudrait que les deux évoluent parallèlement. Il faudrait que le ministre des Finances et le gouverneur se concertent pour avoir une même cible en termes d'inflation, en termes de déficit budgétaire. On appelle ça le cadrage. C'est la seule interaction. Mais pour rehausser le plafond d'endettement du Trésor de la Banque centrale, c'est comme si vous venez, vous, en tant que client d'une banque, vous demandez qu'on rehausse un peu votre marge de crédit. À l'insu des dirigeants de la banque, vous adressez aux actionnaires de la banque. Vous venez en tant que client d'une banque, si je veux augmenter ma marge de crédit. J'ai le droit avant à 100, je veux monter à 200, mais je vais aller voir directement les actionnaires de la banque sans passer par les dirigeants de la banque. C'est un peu comme ça, un peu. Donc, on devait normalement, la Banque centrale, normalement, c'est elle l'alpha et l'oméga de ce dispositif-là. Le ministre des Finances est un demandeur. Il ne doit pas être l'avocat. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Juge et parti, justement. Ouais. Donc, et là, ça traduit quoi? Ça traduit une interférence majeure, une érosion sur l'indépendance de la Banque centrale. Ah, depuis que le gouverneur il est là, cette indépendance elle est régulièrement mise en cause. Hein? Mise en cause. Pourtant, l'indépendance-là, elle doit être forcément préservée. L'équilibre doit être préservé. L'équilibre macroéconomique dépend surtout de cette indépendance-là. Il a été empiriquement prouvé qu'il y a une relation mathématique. À chaque fois qu'une banque centrale est assujettie aux politiques, l'inflation atteint des seuils incontrôlés. Donc, un gouverneur doit être fortement affranchi des contraintes politiques. Donc le gouvernement peut demander... C'est pas le cas aujourd'hui de Karamo Kaba. Et si effectivement la Banque centrale estime que ce n'est pas dans l'avantage de la politique monétaire, il doit être capable de dire non. C'est ça l'indépendance. Par rapport au risque, si le Trésor sera en mesure de rembourser. Au terme de ce délai, de rembourser le prêt contracté. Là, actuellement, cette dérogation ne précise pas de délai. Ça donne libre choix au CA de décider de délai. On peut dire dans un intervalle de temps qui est déjà limité, on est en transition. L'intervalle, il est fixé. On est en transition. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a une baguette magique de rembourser ça dans les délais 1 an ou 2 ans ou 1 an? Ça m'étonnerait, monsieur. Déjà qu'actuellement, nous faisons face à une pénurie majeure de liquidités. Est-ce que vous pensez qu'on peut prêter à la Banque centrale et rembourser dans les délais de 5, 6 mois ou 1 an? Ce n'est pas possible. Je parie que ça ne viendra pas le CNRD. Voilà, si la transition quand même se passe dans 1 année ou 2 ans, on ne peut pas le rembourser. C'est ça la réponse. La question. M. Guirassy, moi je m'interroge sur du coup la transparence de ce processus. Par exemple, une fois que du coup cela est déplafonné, est-ce qu'au moment où par exemple la Banque centrale ou le Trésor demande un prêt, est-ce que cette information est connue du public ou est-ce que le CNT a un droit de regard là-dessus? En tout cas, est-ce que vous, les économistes, pouvez à un moment donné savoir que là, la BCRG, la Banque centrale, le Trésor a emprunté telle somme d'argent et qu'il est remboursable? Est-ce qu'il y a une transparence au niveau
au niveau de ces interactions? Bien, M. Baïla, vous savez, les informations publiques, les informations sur la finance publique, ce ne sont pas des informations privées, c'est des informations officielles. Ouais. À chaque rencontre du comité de politique monétaire ou des décisions majeures, ça doit être publié sur le site de la Banque centrale. Et tout le monde devait y avoir. Est-ce que c'est fait? Ça au moins c'est fait. Ça au moins c'est fait. On publie régulièrement. Aujourd'hui, on publie régulièrement des informations sur le site de la Banque centrale. Cependant, les conséquences, au moins, les avances de la Banque centrale au Trésor sont prévues par la loi. L'article 36 encadre largement cela. Mais dans le qu'on insère cette dérogation subtile dedans, ben, la loi est vidée de son sens. L'article n'a plus de sens. Désormais, c'est le CA qui décide. Et le CA et le président du CA, c'est le gouverneur, à mon avis. Hein? Donc, la BCRG a un avis, ça pèse lourd dans la balance. Si un gouverneur est favorable à une décision, est-ce que vous pensez que le CA peut s'opposer? Non, la réponse est clairement le CA ne peut pas s'opposer. Ouais. Et donc, c'est parti pour juste une question de précision pour moi. Alors, parce que vous avez dit que l'éventail, on a fait sauter, on va dire, le verrou, en tout cas dans la dérogation. Oui. Ça veut dire que cette fois-ci, il n'y a aucun seuil en termes de taux. On peut aller à 7, on peut aller à 10, on peut aller à 15, on peut aller à 20. Bon, il y a des critères. Il y a un peu un seuil limite, hein, parce qu'on ne peut pas dépasser. La CEDEAO nous impose ce qu'on appelle les critères de convergence. D'accord. Alors, bien sûr que le verrou a sauté, mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas, par exemple, dépasser les 10%, par exemple. D'accord. On est obligé de se cantonner à ça. Mais quand même, on a quand même la liberté de 5 jusqu'à 10%. On peut bien se voler dedans. Ouais, et la durée la période de remboursement, c'est là, ça peut aussi aller de 92 jours, mais jusqu'à 180 jours. D'accord, c'est bon. Voilà. Alors, mais est-ce que ça s'explique aussi, cette dérogation? Position normale. Cet amendement qui a été voté par le CNT qui accorde cette dérogation au CA, est-ce que ça explique le fait que les titres, vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui sont un moyen de financement du gap dans le budget, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de souscripteurs pour les titres? Parce que vous avez vu la dernière opération, la grande opération financière qu'il a eue, les 5 000 milliards, on aurait pu certainement faire une autre opération de ce genre avec un ODT, avec un échéancier très long. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la crédibilité de la Banque centrale est entamée vis-à-vis des banques primaires? Bien. Pour souscrire à des titres qui pouvaient leur faire passer, leur éviter, voilà, donc la démarche actuelle. Absolument. Et vous vous souviendrez qu'entre la mobilisation des 5 000 milliards et cet amendement, il n'y a que 6 mois d'intervalle. Absolument. Voilà. Trop juste. Trop juste. Donc là, on a mis les banques à contribution. Vous pensez qu'il est encore possible en 3, 4 mois, 5, 6 mois, de mettre encore les banques à contribution? C'est peut-être trop demandé. Encore que, là, je l'ai martelé dans le temps, quand on levait 5 000 milliards. Je dis ça va conduire forcément à un taux d'inflation plus élevé et à une panne de liquidité dans le circuit bancaire. Et là, visiblement aujourd'hui, il y a des banques qui se plaignent de cela. Les banques qui se plaignent de la liquidité bancaire. Les banques qui sont en pleine liquidité bancaire. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas mettre tout de même les banques à contribution que c'était une... en tous azimuts. Et donc, on fait une fuite. Donc on prend un raccourci. Le raccourci, au-delà de demander les banques commerciales, on va demander à la Banque de l'État. La Banque de l'État, c'est la Banque centrale. Et la Banque centrale, c'est pour émettre. C'est pour créer. Bon, pas seulement pour créer. La Banque centrale a beaucoup de missions. Non, dans le présent cas, c'est pour créer et donner. Bon, ça c'est un peu trop facile à dire ainsi, créer et donner. Oui. La Banque centrale a plein droit de prêter l'argent au trésor, hein, ça je ne dis pas que c'est interdit. Et là on fait sauter le verrou, ça pose des questionnements sur la crédibilité un peu de nos systèmes financiers. Maintenant, justement, les 5 000 milliards, c'était pour financer des projets. Oui. Et tout le monde sait, Monument en parlait la fois dernière, que l'audit bientôt de ces projets, c'est bien possible que cela soit fait, mais tout le monde sait que régulièrement, l'ancien ministre de la Justice avait même demandé que tous ces projets soient audités parce que... Mais voilà, tous ces contrats soient audités parce qu'on sent de la surfacturation. Maintenant, quand c'est comme cela et qu'on s'endette pour payer des contrats dont on estime surfacturés, est-ce que ce n'est pas pour remplir des poches des tierces personnes? Bon, là, vous parlez de problème de soutenabilité de la dette. Une dette n'est pas mauvaise, mais il faut qu'elle soit soutenable. Pour qu'elle soit soutenable, on doit fructifier la dette et pouvoir rembourser encore le principal dans l'investissement. Alors, si cela n'est pas au rendez-vous, ben, la dette ne va servir à rien. Et c'est le cas? C'est au rendez-vous? Ben, je ne peux pas le confirmer parce que je n'ai pas les données. Je ne peux pas m'aventurer sur les données, je n'ai pas de données sur la rentabilité de ces projets-là, et je ne peux pas aller dans les conjectures.
Monsieur Guirassy Abdoulaye, merci d'être passé dans cette émission. Merci, M. Kone, au plaisir. Êtes-vous satisfait, Monument Cissé? Non, il est bien, il est bien. Non, ce n'est pas ma question. Il est bien. Ma question, êtes-vous satisfait? Il est bien, M. Kone. Alors, il est bien? Il est bien. Êtes-vous satisfait? Non, il est très bien. Monument Cissé. Merci, toujours égal à lui-même. Merci à vous, Monument Cissé. Merci.